Bienvenue dans cette vidéo où je te présente la méthode pour trouver des clients soi-même. Alors déjà, est-ce que cette vidéo, elle est pour toi? Donc aujourd'hui, si tu es freelance et que tu ne veux plus dépendre des autres, que ce soit des ESN, des plateformes type Malte, des intermédiaires, des recruteurs, ou que tu sois un salarié confirmé, senior, et tu viens de te lancer, et que tu te sens pas libre dans ta mission actuelle. Tu bosses 4 à 5 jours par semaine, pendant 8 heures par jour. On t'impose des technos, tu subis encore une sorte de hiérarchie avec ton client. Tu as l'impression que rien n'a changé par rapport au salariat. Et donc toi, tu te dis, bah, je cherche des missions. Et tu angoisses parce que sans client, ton activité, elle est menacée. T'en as marre de ne pas avoir de réponse lorsque tu postules, lorsque tu envoies, tu contactes des ESN avec des entretiens, etc. Au mieux, tu as des refus, mais sans explication. Et tu n'as pas envie de revenir en arrière, tu n'as pas envie de retrouver ta situation actuelle. Donc si tu es tout bonnement lancé récemment, bah, tu n'as pas envie de redevenir salarié. Si tu es freelance depuis pas mal de temps, pareil, tu n'as pas envie de revenir à une étape précédente. Et donc là, tu n'en peux vraiment plus de la situation actuelle. Donc ça, la vidéo, elle est pour toi. Donc, tu n'es pas devenu freelance pour subir des contraintes. Et en fait, tout ce que tu vis là, si tu le vis, bah, c'est tout à fait normal. On est beaucoup à avoir vécu les mêmes choses. Et donc, on s'est demandé comment on peut vous faire différemment. Bah, c'est tout ce qu'on va voir. Le problème principal, lorsque tu veux trouver des clients toi-même, c'est déjà, tu as l'angoisse de ne pas trouver de mission. Et tu te sens impuissant. Tu ne trouves pas de mission malgré tous tes efforts. Tu as optimisé ton profil sur les plateformes, sur le LinkedIn, tu as mis à jour ton CV, ton portfolio, tu as contacté énormément de recruteurs, tu passes des entretiens avec des ESN, tu postules à toutes les offres publiques qui apparaissent, que tu trouves à droite ou à gauche. Tu postes pour dire que tu es dispo sur une mission, tu postes sur LinkedIn, etc. pour dire ouais, je suis dispo, etc. Et tout ça, ça marche toujours pas. En fait, comme je disais, tu n'es pas seul. Toutes les personnes qui débutent en freelance ou qui sont passées par une période où ils étaient en régie, en ESN, etc., bah, toutes ces personnes-là, lorsqu'elles veulent faire différemment, font exactement de la même manière. Elles font la même chose. J'ai fait ça aussi. Et ben c'est justement ça le problème en fait. C'est que on est des milliers, des centaines, des milliers à faire exactement la même chose pour trouver des nouvelles missions. Donc ça crée un goulot d'étranglement qui est immense. Ça crée une concurrence énorme. Et on va voir comment on peut faire ça différemment. Donc la solution, c'est de passer, enfin, c'est d'avoir un système de prospection. Donc c'est quoi c'est prospection? Tout le monde connaît, trouver des clients soi-même. Mais un système. Un système, c'est-à-dire que c'est quelque chose où les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Donc c'est un système que tu as qui te permet, lorsque tu veux l'éteindre, tu l'éteins, tu as besoin d'aller en vacances, peu importe. Quand tu le rallumes, bah, tu recommences à faire des actions et tu as les résultats qui arrivent. C'est ça un système. Donc le but, c'est de se créer un système de prospection pour apprendre à trouver des clients toi-même, comment vendre ce que tu sais déjà faire, comment démarcher des clients, comment faire signer des prestations. Parce qu'il y a deux choses différentes. Démarcher des clients et faire signer, c'est pas la même chose. Démarcher, c'est commencer à créer une relation de confiance. Faire signer, c'est apporter une solution. On le verra un peu plus tard. Et ensuite, comment pérenniser son activité. Avec un système de prospection, tu peux faire tout ça. Le but, c'est d'y passer le moins de temps possible, parce qu'on n'est pas commercial, c'est pas notre métier, on va dire. Donc le but, c'est d'y rester, d'y passer moins de 30 minutes par jour. Si ça fait plus, c'est compliqué. Nous, on préfère faire de la technique, on préfère passer du temps avec des clients, se former, faire autre chose, mais pas faire de la prospection toute la journée. Donc, comment on peut faire ça en moins de 30 minutes par jour? Et surtout, pour des montants, des factures, un CA qui est à la hauteur de tes compétences, à la hauteur de ce que tu vaux réellement. Et c'est ça qui est intéressant. Tu n'es pas soumis ou dépendant d'un TJM qui est fixé par le marché, par la moyenne de toutes les personnes, etc. etc. Non. Un montant à la hauteur de tes compétences, à la hauteur de tes capacités. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire d'avoir un système de prospection? Qu'est-ce qui se passe qu'en fait, quand tu sais trouver tes clients toi-même, quand tu as ton système? En fait, tu deviens réellement libre. Tu es libre d'organiser ton temps, tu es libre d'organiser ton lieu de travail. On parle beaucoup de la fin du remote, du full remote pour 2024, etc. etc. Bah, quand tu trouves tes clients toi-même, tu es capable d'organiser ton lieu de travail. Tu peux soutenir ton lifestyle, tu peux enfin choisir tes clients, tes projets, les technos sur lesquels tu veux bosser. Tu peux continuer à progresser
à te former sur des sujets qui t'intéressent, sur lesquels tu n'avais pas forcément le temps jusqu'à présent. Tu peux tester des side projects. Tu peux être fier de ce que tu as accompli en fait chez ton client, mais pour toi-même. Tu as un travail qui a du sens pour toi. Tu peux investir sur toi. Et surtout, tu vas avoir des revenus qui sont bien plus prédictibles, bien plus prévisibles. Tout aussi prévisibles que si tu avais une régie avec un TGM qui tombe tous les jours, par exemple. Donc maintenant, quelles sont les étapes pour construire ce système de prospection? Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, il y a cette notion de freelance et solopreneur. Il faut arrêter de réfléchir en freelance. Quand tu réfléchis en freelance, tu vends tes compétences. Et quand tu vends tes compétences, on va le voir plus bas aussi, c'est que tu te mets en concurrence avec toutes les personnes qui vendent la compétence. Donc toi, tu n'es pas là pour vendre une compétence. Tu es là pour vendre une solution à une entreprise qui a un problème douloureux. Tu ne vends plus tes compétences. Tes compétences, ce sont tes outils pour construire ces solutions. Mais ce n'est pas ça que tu vends. Tu vends vraiment la solution à un problème. Parle de ce que tu sais déjà faire, les choses pour lesquelles on te paye déjà en fait. Et ça, tu le vends à des entreprises. Tu deviens actif. Tu n'attends pas que les clients viennent à toi, comme sur les plateformes, les ESN, etc. Non, c'est toi qui vas aller chercher tes clients. Donc ça change ton état d'esprit. Tu n'es plus une ressource, une matière première dans un pool de personnes qui est capable de faire la même chose. Non, tu es actif, tu deviens solopreneur, entre guillemets, entrepreneur. C'est l'état d'esprit qui change. Ça ne veut pas dire que tu vas embaucher des gens, que tu vas avoir une équipe. Non, 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 c'est pas ça. C'est l'état d'esprit, le mindset, déjà, de devenir solopreneur. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ensuite, pour trouver des clients, c'est pas compliqué, entre guillemets. Les gens qui achètent avec toi passent toujours par ces étapes-là. Un client, une entreprise, une personne, te découvre au départ. Lorsqu'elle te découvre, elle voit qu'il y a un intérêt de discuter avec toi. Parce que ce que tu proposes semble l'intéresser, semble répondre à un besoin. Ensuite, elle passe par une phase, ce qu'on appelle de désir, c'est-à-dire qu'elle veut en savoir plus sur ce que tu proposes. Parce que non seulement c'est intéressant, mais en plus ça peut répondre à son besoin précisément. Ensuite, lorsqu'elle a cette volonté de savoir qu'est-ce que tu proposes toi, il y a une phase où elle va t'évaluer toi. Est-ce que tu es la bonne personne pour m'apporter la solution? Et ensuite, elle passe à l'achat. Et donc, comment on fait ça? Pour te découvrir, c'est simple. Ça peut être des ajouts dans ton réseau, que ce soit LinkedIn ou autre, des gens que tu rencontres. Ça peut être du contenu que tu proposes. Ça peut être tout simplement rediscuter avec les gens que tu connais déjà. Ça, c'est très bien. Donc, une fois que les gens t'ont découvert, ils veulent voir si... Enfin, tu dois montrer qu'il y a un intérêt de discuter avec toi. Donc, pour ça, il faut prospecter, entre guillemets. C'est la partie qu'on connaît le mieux et pour laquelle on a le plus de doutes et d'a priori. C'est de contacter les gens. Donc, contacter les gens, envoyer un MP, envoyer un mail. À ce stade-là, il ne faut pas être un spam. Tu sais, on a l'habitude de dire « Ouais, je sais faire ça, voilà mon CV, voilà mon portfolio, voilà mes compétences, voilà mes expériences passées, voilà mes formations, voilà mes certifications. Est-ce que tu as besoin de moi ?» Ça, c'est un spam. Ou sinon, je fais ça, mon entreprise fait ça, j'ai l'habitude de faire ça, voilà mes clients ce qu'ils disent de moi, est-ce que tu veux acheter ma solution? Spam aussi. Le but, c'est de contacter la personne pour engager la conversation et donc de lui poser la question, de dire « Ok, moi je sais régler ça comme problème. Je sais régler ça comme problème. J'ai constaté que les entreprises de ton type ont toujours ce type de problématique-là. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse aujourd'hui? Est-ce que tu es dans cette situation-là, oui ou non? » Donc si la personne te répond non, c'est pas grave. Ok, ça s'arrête là. Par contre, les seules personnes qui vont te répondre « Ouais, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce que je vis actuellement », eux, tu peux leur proposer de faire une visio ou d'échanger un peu plus longuement. Pourquoi ces personnes-là sont intéressantes? Parce que déjà, elles ont validé que le problème que tu as identifié, il existe bien chez eux, d'une part, et d'autre part, qu'ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Il n'y a personne qui va te répondre « Ouais, j'ai ce problème », pour te dire plus tard « Ah ben non, en fait, j'avais déjà la solution. » Elles vont te dire « J'ai eu ce problème et j'ai déjà eu la solution. » Donc dans ce cas-là, ça valide que tu avais bien un bon problème, mais ce n'était pas le bon client. Par contre, les personnes qui t'ont dit « Oui, j'ai ce problème-là », non seulement elles valident que tu as identifié un vrai problème, qu'elles n'ont pas trouvé de solution, et donc elles t'invitent à lui proposer quelque chose. Elles veulent savoir qu'est-ce que tu proposes. Donc là, tu peux faire des échanges pour bien comprendre le besoin, etc. Ensuite, tu peux aller en visio. Et c'est là le plus intéressant. Le but des échanges, c'est d'aller en visio. Pourquoi? Pour que tu puisses montrer tes compétences. En fait, en visio,
la première visio ne sert pas à vendre. La première visio te sert à être un guide. Tu n'es pas là pour vendre, tu es là pour donner envie d'acheter. Donc en fait, on utilise ce qu'on appelle la technique du guide et la technique des 1000 euros. C'est une visio qui est gratuite. Par contre, tu dois te comporter comme si la personne t'avait payé 1000 euros pour les 30 minutes que tu vas passer en visio. 1000 euros pour passer 30 minutes avec toi. Donc, elle t'a donné 1000 euros. C'est comme si elle t'avait donné 1000 euros. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir lui apporter? Donc, tu dois pouvoir lui donner toutes les informations, toutes les solutions, toutes les pistes, toutes les infos. Tu dois creuser avec elle. Il faut qu'elle en ait pour son argent. Donc, dans la visio, tu ne te comportes pas comme un commercial, tu te comportes comme un guide. Et en fait, tu prouves tes compétences sans te vendre. Tu n'es pas là en train de dire, ouais, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, est-ce que tu veux acheter avec moi? C'est pas ça. En posant des questions sur la situation de la personne, en lui demandant si elle a testé ça, est-ce que tu as testé ça, est-ce que, pourquoi ça n'a pas marché, donne-moi un peu plus. En fait, ça n'a pas marché parce que. Juste le fait de discuter avec elle, tu vas prouver tes compétences. Tu vas faire naître la confiance en elle. Confiance, comme quoi, tu es la bonne personne pour l'aider plus loin. Donc, tu prouves tes compétences sans te vendre. Tu lui donnes la solution, tu lui donnes les pistes. Pas de rétention d'informations, pas des trucs du genre, seulement si tu payes, et je te donnerai comment faut faire, enfin je te dirai la solution pour faire ça. Non, donne-lui tout de suite. Pourquoi? Parce que au pire, elle va te dire, enfin au pire, elle va le faire toute seule, et c'était une question de temps qu'elle ait l'information, donc qu'elle passe par toi ou par quelqu'un d'autre, elle finirait par l'avoir. Mais dans tous les cas, tu es celui qui lui a donné la solution. Ou au mieux, elle va te dire merci pour la solution, je n'ai pas les compétences en interne, ou j'ai tout simplement pas le temps de le faire. Mais tu restes celui qui lui a donné le maximum d'infos. Donc tu ne vends pas, tu donnes envie d'acheter. Et donc là, en visio, à la fin de cette visio, tu lui dis, ok, voilà, il faut faire ça, etc. Maintenant, si tu veux, je peux t'accompagner et on le fait ensemble. La personne va te dire, ouais, je suis intéressé. Tu cales une deuxième visio. Et dans la deuxième visio, tu lui dis, ok, pour la deuxième visio, première visio, j'ai bien compris tout ce que tu m'as raconté. Maintenant, deuxième visio, je vais te proposer mon offre. Je vais te proposer la solution. Et c'est là où c'est toi qui déroules. Ok, voilà ta situation initiale, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui te manque, voilà comment ça va se dérouler, voilà mon prix, etc., etc., etc. Et là, tu fais ton offre. À ce moment-là, il y a beaucoup moins de discussions parce que tu as pris le temps à l'étape d'avant de faire une sorte de cahier des charges, de lever tous les loups, de creuser avec la personne. La confiance, elle est déjà en train de se créer. Et c'est comme ça que tu arrives à vendre toi-même à tes clients, en passant par ces étapes-là. Quand tu passes par une ESN, en fait, toute la première partie, elle est déjà faite. Toi, tu arrives juste à la fin, tu ne vends pas tes compétences, tu es juste une partie de la solution que l'ESN vend à son client. Donc, tu es fait partie de l'offre. Tu n'es pas en contrôle, tu n'es rien. Avec cette méthode-là, chose que toutes les entreprises utilisent, de façon générale, si tu regardes, n'importe quel business utilise ce truc-là. C'est un funnel de marketing. C'est un truc normal, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, quand tu fais ça, tu peux le faire une fois, tu peux le faire 2 fois, tu peux le faire 10 fois, tu peux le faire 100 fois, ça marchera toujours. Parce que c'est un truc naturel, logique. Tu n'es pas là dès le premier message, dès le premier mail, à balancer ton message commercial, ton message de prospection, tout dégueulasse, comme on le voit souvent. Nous, on ne fait pas ça, on n'a pas le temps, on est freelance, on n'a pas d'équipe marketing, on n'a pas le temps d'arroser des milliers et des milliers d'entreprises, donc on doit être beaucoup plus malin et donc on doit jouer sur la création d'une confiance. Une fois que tu fais ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux continuer à gagner plus en travaillant autant, ou tu peux décider de travailler moins, mais de maintenir ton revenu. Pourquoi? Parce que quand tu gères tes clients toi-même, tu gères le pricing, tu gères ce que contient ton offre, tu gères le fait de vendre ton temps ou pas, tu gères le fait de packager, de faire des produits, etc., etc. Donc ça devient beaucoup plus facile avec cet état d'esprit de solopreneur de trouver toi-même tes clients. Le problème lorsque je raconte tout ça, c'est qu'il y a souvent des croyances limitantes. Je comprends parce que je suis passé aussi par là. Mais il y a souvent beaucoup de croyances limitantes que nous on a parce qu'on a été formé comme ça. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à vendre nos compétences, à faire un CV, à dire je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et on ne nous apprend pas à être entrepreneur. Et c'est là tout le truc. Donc je vais débunker un peu les trucs qui reviennent le plus souvent. Je suis sûr que tu as aussi ces pensées-là qui viennent. Vendre mes compétences, c'est ce que j'ai toujours fait. Ouais. J'ai plein de compétences, je peux tout faire, je peux faire ça, je peux faire ça. De quoi tu as besoin, peu importe ton problème, je sais régler. Ça marche pas. Quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis pas, qu'est-ce que tu proposes? Non, tu vas voir quelqu'un parce que tu as un problème et tu veux qu'en échange de ton argent,
qu'elle règle ton problème. Mais c'est pareil, quand tu vas avoir une entreprise, tu dois lui adresser un problème qu'elle a potentiellement. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Ok. Quand tu fais tout ça, tu vends tes compétences, en fait, tu vends ta disponibilité. Je suis une compétence, j'ai du temps, je te vends ma disponibilité, je te vends du temps pour renforcer ton équipe, etc. etc. Ok. Mais ça, tu ne vends pas une solution. Tu vends, comme je disais, ta disponibilité. Tu vends un peu ton temps. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend à faire. Pour être salarié, c'est ce qu'on nous apprend à faire. Pour être freelance, au départ, on nous apprend à faire ça. Et on te dit que dans tous les cas, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Donc, le problème, c'est que quand tu vends tes compétences, on est capable de te comparer. Tu es remplaçable. Moi, je fais du React, etc., etc. Voilà mon TJM, voilà mes années d'expérience, voilà mon portfolio. Ok. Je vais comparer avec les 10, 15, 20, 50, 100 candidats qui disent exactement la même chose. Ok, j'ai un candidat qui a autant d'expérience que toi, mais un TGM moins cher. Je vais le prendre lui. Ou j'ai un candidat qui a plus d'expérience que toi pour un TGM équivalent. Je vais le prendre lui. Ou j'ai un candidat qui a plus d'expérience, mais même un TGM plus cher, un TGM plus important, mais je vais le prendre quand même lui parce que moi j'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté. Donc en fait, c'est facile de te comparer quand tu parles de tes compétences. Tu veux la preuve? Tu vas sur Malte, tu fais une recherche sur tes compétences et tu verras la liste immense de personnes qui font exactement la même chose que toi, avec des TGM hyper variés, avec des expériences hyper variées. Donc en fait, tu deviens une boîte de céréales dans un rayon de supermarché. La personne a l'habitude de manger des chocs à pic, ta boîte, la dernière boîte de céréales la plus top, mais sans nom, sans expérience, elle va prendre toujours les chocs à pic. Donc à expérience égale, on va vouloir comparer les TGM. Quelqu'un qui a le même expérience que toi, un TGM plus bas, on va prendre. Donc c'est la course qu'on appelle la course vers le zéro. Toi, tu vois que l'autre, il a mis un TGM plus bas, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mettre un TGM encore plus bas pour être plus attractif. Et puis un autre, et puis un autre, puis un autre. On va jusqu'à où? Jusqu'à zéro? Et après, on va dans l'autre sens, c'est négatif. C'est-à-dire c'est toi qui payes le SN pour pouvoir travailler avec elle. Ça marche pas. Donc tu peux pas faire comme ça. Et aussi avec les ESN et les plateformes, etc., tu es passif. Donc tu postules, etc., ok? Et après, tu es obligé d'attendre. Attendre qu'on revienne vers toi. Attendre que le commercial revienne vers toi. Attendre qu'un client te trouve. Attendre. Donc c'est super chiant. Vendre ses compétences, c'est ce que tout le monde fait. C'est pour ça qu'il y a de la énorme concurrence. Et c'est surtout, c'est pas très efficace. Quand tu veux dévouer tes clients toi-même. J'entends bien. Deuxième pensée limitante que tout le monde a, c'est les grands comptes ne bossent qu'avec des ESN. Ah ouais, non, mais si on passe pas par les ESN, on n'aura jamais les grands comptes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais à force de voir que les grands comptes, à force de n'entendre qu'il n'y a que les grands comptes, en fait, tu finis par croire que la France, ou le monde, n'est régi que par les grands comptes. Que tu ne peux pas avoir d'autres clients que des grands comptes. Les comptes du 440, etc., qui font des millions, des milliards, etc. En fait, c'est faux. En France, il y a des millions d'entreprises avec des tailles différentes. Certaines qui font pas beaucoup de CA, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Certaines qui font des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Et toutes ces entreprises-là ne sont pas maquées avec des ESN. Ce sont des entreprises à taille humaine qui veulent bosser avec des gens et pas forcément de la ressource. Et donc, quand tu me dis, ou tu te dis toi-même que non, mais les grands comptes, ils bossent qu'avec des ESN, mais qui a dit qu'on va aller chercher des clients chez les grands comptes? Oui, on ne peut pas rivaliser avec les ESN. Par contre, il y a énormément de clients qui aujourd'hui ne sont pas adressés par les ESN parce que pas intéressants. Une ESN, elle veut vendre 10, 15, 20 freelances d'un coup parce qu'en quelques secondes, ils se font un paquet de CA. Si tu es une entreprise qui veut un freelance pour une demi-journée par semaine, comptablement, c'est pas du tout intéressant. Une demi-journée, je ne vais pas facturer beaucoup, ça va rien me rapporter, autant que j'aille adresser un grand compte, parce que là, je sais que je vais pouvoir vendre. Donc, c'est normal. Donc, toi, on ne va pas aller concurrencer les ESN, parce qu'on ne sait pas faire. Par contre, il y a plein d'entreprises qui peuvent et qui ont de l'argent pour pouvoir travailler avec toi. Et qui, surtout, ont des problèmes dont tes compétences permettent de résoudre. Autre pensée limitante, les entreprises, autres que les grands comptes, etc., n'ont pas d'argent. Ça, c'est une croyance qui est totalement fausse. C'est un biais que nous, entre guillemets, les particuliers, on a. En fait, les entreprises ont toujours de l'argent. Pourquoi? Parce que lorsqu'une entreprise a un problème c'est quoi? C'est quelque chose qui lui empêche de gagner beaucoup d'argent ou c'est quelque chose qui lui fait perdre beaucoup d'argent. Quelque chose qui lui empêche de beaucoup d'argent, par exemple, je sais pas, elle a un site web e-commerce, le site il est lent, il est mal foutu, le paiement marche pas bien, etc. Donc elle a un outil, elle a un problème qui l'empêche de gagner beaucoup plus. Quelque chose qui l'empêche, enfin, qui
lui fait perdre de l'argent, c'est dans l'autre sens. Imaginez, elle a un outil interne de gestion des commandes, des stocks, etc. Et l'outil il est super lent. À chaque fois que tu dois faire une commande, ça prend 1 minute à se charger, la base de données elle est plantée, il faut redémarrer tous les 4 matins, etc. Donc ce temps que les employés ne bossent pas parce que l'outil il est lent, c'est quelque chose qui lui fait perdre de l'argent. Elle paye des employés à ne rien faire. Si elle fait le calcul, elle va voir, ok, ça me coûte X milliers d'euros par an. Purée, si quelqu'un avait une solution qui me coûtait même X milliers d'euros, je payerais parce qu'en un an, c'est rentabilisé. Maintenant, pour gagner de l'argent, j'ai un site e-commerce. Bah, aujourd'hui, je fais 2000 euros de CA ou je sais pas, 20 000 euros de CA. Et en fait, avec un bon site, j'aurais fait 100 000 euros de CA. Ah bah oui, bah, donc tu as un manque à gagner de 80 000 euros. Si toi, tu arrives et tu te dis pour 80 000 euros, je te règle le problème, elle va payer. Parce qu'elle sait qu'en un mois, elle va rentabiliser. Donc, une entreprise travaille avec un retour sur investissement. Elle monopolise des fonds parce qu'elle sait qu'elle va mettre tant pour recevoir en retour X fois ce que tu as mis au départ. Ou pour arrêter de perdre X fois ce qu'elle a mis au départ. Et en fait, si une entreprise te dit non, mais j'ai pas les budgets ou j'ai pas les moyens, en fait, c'est pas une question qu'elle n'a pas les moyens, c'est qu'elle veut pas te donner, elle veut pas te donner à toi son argent. Elle veut le donner à quelqu'un d'autre parce que ta valeur perçue n'a pas été assez haute, parce que tu n'as pas démontré la valeur que tu vas avoir pour régler ces problèmes ou la valeur que tu vas avoir, le retour sur investissement que tu vas avoir. Donc dire que les entreprises n'ont pas d'argent, bah, une entreprise qui n'a pas d'argent, une entreprise qui est en train de fermer. Bah oui, tu vas pas pouvoir rien lui vendre, on est d'accord. Mais une entreprise a de l'argent. Tant que ça tourne, elle a de l'argent. Elle sait monopoliser des fonds lorsqu'elle en a besoin. C'est juste peut-être que c'est pas la bonne priorité. C'est pas le problème le plus grave qu'elle a actuellement, etc., etc., etc. Donc, on peut pas dire que les entreprises n'ont pas d'argent. Autre croyance limitante, j'ai pas envie de faire commercial. Et il faut prospecter, donc moi je suis pas commercial, j'ai pas envie de baragouiner, j'ai pas envie de vendre à tout va. C'est tant mieux, moi non plus, c'est pas ce que je te propose. En fait, on est là pour créer une relation de partenariat et de confiance avec nos clients. Allez, je corrige en direct. Avec nos clients. Bah oui, commercial, il arrive, il a déjà sa solution, il doit être payé à la commission, donc lui, son but c'est de vendre, bah, tu veux pas acheter à toi, je vais prendre à quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, je vais finir par vendre et ça marche. Nous, on n'est pas là pour faire ça. On est là pour être un guide pour tes futurs clients. Donc lorsque tu viens discuter avec ton client, tu enlèves de ton esprit que, il faut que je vende, faut que je vende, faut que je vende, faut que je vende. Non, je suis un guide. Je n'ai pas envie de vendre. J'ai envie de te donner envie d'acheter. Donc, comment je peux faire pour être un guide pour toi? C'est pas moi le héros. Le héros de l'histoire, c'est toi. Donc, de quoi tu as besoin? Sur quoi tu bloques? Etc. etc. Donc, ça tombe bien. Si tu n'as pas envie de faire le commercial, moi non plus. Ce que je t'ai proposé là jusqu'à présent, c'est exactement ça. On n'est pas là pour faire le commercial. On n'est pas là pour être un spam ou être un prospectus dans la boîte mail des gens. On est là pour être un guide. Parler avec les gens qui sont intéressés, parler avec des gens qui ont identifié qu'ils ont réellement un problème et continuer à discuter avec eux. Autre croyance limitante, vendre son temps, c'est rassurant. Je suis en régie, j'ai un TGM de 400, 500, 600, 700, 800, je vends 200 jours à l'année, nickel, c'est très bien, ça me fait 100 000, 200 000 euros, je sais pas, tu inventes ce que tu veux. Ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Si tu aimes faire ça, c'est ok. Moi, mon but n'est pas de te convaincre de faire autrement. Si ce que tu as fonctionne et que ça te convient, c'est très bien. En fait, moi, mon but là, dans tout ce que je raconte jusqu'à présent, c'est d'aider ceux qui veulent faire autrement, mais qui ne savent pas. C'est pas le temps le problème. Enfin, c'est pas le fait d'avoir une rentrée d'argent via une régie, par exemple, qui est le problème. Le problème, c'est que ce qu'ils font n'a pas de sens. Ce que moi j'ai fait quand j'ai fait une année de régie, à un moment donné, il n'y a plus de sens. Je venais de 8h à 18h. Alors ça peut être en full remote aussi, mais tu fais des heures qui sont cadrées. Les gens veulent que tu sois là en réunion. Les missions, on te change de mission parce qu'en fait, on t'a pas vendu une mission, tu vends tes compétences. Donc on te change de mission, fais ci, fais ça, fais plus ci, fais plus ça. Et ça, à un moment donné, tu te dis, en fait, j'ai l'impression de retourner un peu dans le salariat, quoi. Et si ça te convient, tant mieux. Mais si ça te convient pas, tu peux faire autrement. Donc vendre son temps, c'est rassurant, mais on est capable de vendre totalement différemment. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc dans ce cas, il faut beaucoup de clients alors. Si on ne doit plus vendre son temps, il me faut beaucoup de clients. En fait, alors je n'ai pas mis beaucoup de notes, mais parce que tu vas comprendre. Il y a deux modes. Il y a le mode chasseur. J'ai une cible, c'est mon client. Je dégomme le projet et je passe au suivant. Voilà, ça s'arrête là. Je fais et je prends un autre client. Boum, 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 boum. C'est un mode, personnellement, je n'aime pas. Ça fonctionne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Non, ouais, donc là, à ce moment-là, il te faut plus ou moins beaucoup de clients. Moi, je préfère le mode berger,
où on n'est pas là en train de sauter de cible en cible. Ce sont des clients avec qui tu bosses. Donc, tu as un premier client. Une fois que le client il est chez toi, tu prends soin de lui. C'est-à-dire que tu as fait une première mission, ça se passe bien, il est content. Ben, pendant que tu es chez lui, ben, tu identifies d'autres problèmes que tu sais résoudre. Tu as vu, on a fait ça, on a travaillé là-dessus, mais j'ai identifié aussi ça, j'ai identifié ça, j'ai identifié ça. Et en fait, là, pour ce problème-là, voilà les solutions qu'il faudrait faire, voilà pour celui-là, etc., etc. Si tu veux, on a déjà bossé ensemble, tu vois comment je bosse, on peut continuer à travailler. Donc, tu prends ton client et tu le chouchoutes réellement, en fait. C'est-à-dire, tu continues à bosser avec lui, tu crées une vraie relation de partenariat. Donc, tu n'es pas en mode chasseur où tu prends ta cible et tu passes à la suivante. Tu es en mode, ok, je me construis mon propre environnement où j'ai mes quelques clients. Et avec ces clients-là, je fais pas beaucoup de clients, mais je fais beaucoup de missions avec ces gens-là. Je fais voilà, je continue à lui apporter de la valeur et en échange, il me donne de l'argent. Et ça marche très bien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 clients qui tournent, avec qui j'ai des missions, avec qui je peux discuter. Quand je vois que ça commence à se tarir, je fais rentrer 1 ou 2 nouveaux clients parce que j'ai un système de prospection, parce que je sais faire et je continue. Donc les deux modes existent. Choisis celui qui te convient le mieux. Moi, ce dont je parle tout le temps, c'est le mode berger. C'est parce que c'est comme ça que j'ai fait, c'est que ça s'attache à ma personnalité, à ma façon de faire. Je ne saurais pas t'expliquer le mode chasseur, parce que j'aime pas ça et je fais pas ça. Par contre, le mode berger, c'est ce que je fais, j'aime bien. Quelques clients avec qui je kiffe bosser, en fait, avec qui on peut aller, enfin, je suis capable d'aller prendre un verre ou prendre un repas le midi, parce que j'aime discuter avec eux de plein d'autres sujets et pas que de la technique. Et ça, c'est super intéressant, ça me convient bien, et c'est comme ça que je propose de faire. Et c'est pour ça que j'ai discuté de ça aussi plus haut. Ouais, mais dans ce cas, donc autre pensée limitante qui vient avec ça, c'est en fait tu veux me faire vendre du forfait et donc des petites prestations. Ah, on fait plein de petites prestations chez le client. Si tu penses ça aussi, c'est que je dois clarifier ce que je t'ai raconté. En fait, quand tu me dis ah, faut vendre au forfait et des petites prestations, en fait, tu me parles déjà des solutions. Tu me parles déjà de la fin. C'est pas ça. Le but, c'est pas de dire que j'ai cette solution, vendre au forfait, etc. Qui veut l'acheter? C'est pas ça. Le but, c'est de proposer à ton client la solution qui lui convient à lui. Et ensuite, à partir des informations que tu as rassemblées, tu lui proposes une solution qui va lui convenir. Mais cette solution peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de nouveau de la régie, parce que tu as qualifié le client, parce que le projet il est cadré, parce que on ne peut pas faire autrement, il faut vendre du temps, parce que, etc., etc. Ça peut être du package, ça peut être du forfait, ça peut être de l'intégration d'un outil, ça peut être un mix de tout ça. La solution prend la forme qu'elle veut. Et ça, c'est toi qui décides. Donc, je ne te propose pas de vendre du forfait, je ne te propose pas de vendre des petites prestations. Non, j'ai vendu en forfait des très grosses prestations. C'est-à-dire 2 fois, par exemple, 16 000 € je crois, sur 2 ou 3 mois, où je venais pas en présentiel, j'avais des choses à faire que je faisais à mon rythme. Parfois, j'avais des points de rendez-vous avec le client une fois tous les 15 jours parce qu'on avait calé ce rythme-là. Je veux passer 2 heures avec lui, je faisais mes trucs. En fait, tu dessines la solution. Quand tu vas voir le garagiste, tu vas pas lui dire bah écoutez monsieur, je veux pas faire du full remote, je veux que vous veniez dans mon garage à moi et chez moi pour réparer ma voiture. Ben non, parce que si tu as besoin de ces outils, s'il a besoin de ces outils, s'il a besoin de te mettre sur le, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, sur la plateforme qui te permet de soulever la voiture, etc., il va pas pouvoir amener ça chez toi. Toi, tu as un problème, tu veux qu'il te répare ta voiture, tu veux une solution, bah tu fais dans ces conditions. Ben, c'est pareil, quand tu vas avoir des entreprises toi-même, c'est toi qui cadres les conditions de ta solution. Pour bien travailler, voilà comment je vais dérouler le projet, voilà ce que je vais te livrer, voilà ce qui va être mis à disposition, voilà comment je vais travailler à tel moment, etc., etc. Et je te donne les résultats. Et là, c'est largement suffisant pour pouvoir bosser. Aussi, vendre du forfait, vendre des petites prestations. Parfois, en fait, quand tu vas faire, en fait, au début, tu vas faire beaucoup de sur-mesure. Je vais te vendre cette solution. Tu vas faire un deuxième client, je vais vendre cette solution. Tu vas faire un troisième client, une autre solution qui est totalement à côté. Mais en fait, quand tu vas avoir 2, 3, 4, 5 clients comme ça, et au bout d'un moment, tu vas te dire ah, mais en fait, ça se ressemble, en fait, toutes ces solutions-là, il y a des points communs, il y a des dénominateurs communs, pardon. Bah, est-ce que je ne peux pas en faire un package? Et là, tu peux commencer à construire une offre packagée, une offre réplicable. Par exemple, si tu fais du code, bah, en fait, il y a toujours ces blocs de code-là qui reviennent tout le temps. Bah, je vais le faire tout de suite. Au départ, je vais pré-packager ça. Comme ça, si le client il a besoin que de ce MVP ou que de cette petite app à version simplifiée, ben, je suis capable de le livrer en une journée. Mais je ne vais pas lui faire payer une journée. Je vais le faire payer au prix à la hauteur de sa douleur. Et donc, le prix,
Bah voilà, c'est le prix est à la hauteur de la douleur que tu résous. Donc si le gars il a une application en interne qui est super lente, etc., et que toi tu es capable de régler l'application, enfin les problèmes en une demi-journée, tu vas pas lui faire payer une demi-journée. Tu vas lui faire payer à la hauteur de ce que ça lui coûte aujourd'hui et à la hauteur de ton expertise. Parce que si c'était si simple, il aurait déjà trouvé la solution par lui-même et il n'aurait pas eu besoin de toi. Donc toi, tu es là, tu as créé de la confiance, tu as discuté avec lui, tu as bien compris son besoin, tu as bien compris son problème. Et donc il a confiance en ta capacité à résoudre, donc il te paye toi. Et donc il paye pour avoir des résultats que tu es capable de délivrer. Donc, pas de question de forfait, de petites prestations, non, non. Tout est imaginable, tout est envisageable. C'est juste à toi de proposer au client la solution qui lui convient. Et qui te convient, bien sûr, ça va de soi. Dernière pensée limitante qui revient très généralement. Ouais, Imran, mais pour prospecter, il faut avoir du réseau. Moi, je connais personne. En fait, c'est faux. En fait, tu connais déjà des gens. Tu connais, tu as plein de contacts sur LinkedIn, que ce soit, même si tu n'as jamais discuté avec eux, des gens que dans ton entourage, qui sont peut-être pas forcément des clients, mais qui eux potentiellement connaissent des gens que tu peux aider. Donc dans tous les cas, on avait vu un peu plus haut là dans la partie découverte, le but de toutes les étapes là qu'on vient de voir, c'est de faire des ajouts, c'est-à-dire pendant que tu prospectes, tu agrandis ton réseau. Oui, il y a des gens qui vont vouloir rien acheter avec toi, mais c'est pas grave, ce sont des gens avec qui tu as discuté et sur lesquels tu pourras remonopoliser plus tard si tu deviens de plus en plus bon dans ce que tu fais. Donc, pendant que tu prospectes, tu construis ton réseau. Donc, tu peux pas dire que j'ai pas de réseau. Tu as déjà un réseau existant qui existe. Ça peut être Insta, ça peut être Facebook, ça peut être TikTok, ce que tu veux. Ce sont des gens, TikTok un peu moins, mais des gens avec qui tu peux discuter. LinkedIn, tu as plein de contacts, 100, 200, 300, 500. Ce sont des gens avec qui tu n'as peut-être jamais parlé, mais le fait d'être en contact t'autorise à envoyer un MP pour prendre des nouvelles et pour commencer à discuter. Donc, tu as du réseau, et même si tu n'en as pas, en construire, c'est super simple. Il suffit de commencer à prospecter, ce que j'ai dit là-haut. Bon, on a couvert pas mal de choses. Je vais te faire un petit résumé du plan d'action pour que... un petit résumé du plan d'action pour que tu puisses commencer à dérouler tout ce qu'on a vu tout de suite. Donc là, tu es maintenant confiant que vendre une solution à une entreprise qui a un problème douloureux, c'est une compétence avec énormément de valeur. Donc tu vas extraire de ton expérience tous les problèmes que tu sais déjà résoudre. Tu vas identifier des gens, qui sont dans les entreprises qui sont susceptibles d'avoir ces problèmes-là. Alors, je corrige en direct aussi, comme ça on est bon. Donc, tu as identifié des problèmes. Maintenant, il faut trouver les gens qui sont susceptibles d'avoir ces problèmes. Tu vas les contacter pour savoir si c'est un sujet qui les intéresse. Et tu vas surtout pas les contacter pour leur dire « T'as ce problème, j'ai la solution, paye ». Surtout pas ça. J'ai constaté que les entreprises de ton type ont ce problème-là. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Est-ce que tu es dans cette situation? Si c'est le cas, tu vas leur donner des pistes et des solutions dans une première visio. S'ils sont emballés par la conversation qu'ils ont eue avec toi, tu vas leur proposer de les accompagner à dérouler la solution dont tu les as proposée et tu vas caler une deuxième visio. Dans cette deuxième visio, tu présentes ta solution, ton offre et ton prix. Sous quelles conditions ça va se dérouler? Quand tu es chez le client, tu en profites pour l'aider sur d'autres problèmes qu'il a, que tu sais résoudre. Tu peux aussi, quand tu as un client, en fait, un type de client qui a un type de problème, il y a de fortes chances que tous les clients qui ressemblent à ce client-là, je dis n'importe quoi, tu es tête d'une entreprise dans la logistique, elle a ces problèmes-là, tu les as résolus. Il y a de fortes chances que toutes les entreprises de la même taille, dans la logistique, etc., ont exactement les mêmes problèmes. Même type d'activité, même type de problème. Donc tu peux aller prospecter directement. Donc tu n'es pas obligé de ratisser large, tu peux aller ratisser de façon très ciblée. Dernier point, tu peux commencer à créer du contenu vu que tu connais déjà tes clients, vu que tu connais déjà leurs problèmes, vu que tu as déjà commencé à vendre des prestations, tu vas pouvoir créer du contenu, non pas pour attirer des gens comme toi, mais pour attirer des clients que tu sais identifier, pour attirer tes prochains clients, pour que tu n'aies plus à faire de la prospection. Et tu répètes tout ce bordel-là en identifiant des problèmes de plus en plus gros. Plus le problème il est gros, plus les gens auront les moyens pour le résoudre. Donc on ne cherche pas des plus gros clients, on cherche des problèmes plus gros à résoudre. Parfois, les plus gros problèmes, tu n'as pas encore les compétences. Tu les as identifiés, tu es passé chez 1, 2, 3 clients, et à chaque fois, on te parle du même problème. Mais tu n'as pas encore les compétences. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber. Ça veut dire que, ok, j'ai un marché, là, c'est juste que je n'ai pas les compétences. Donc, avec l'argent que je me suis déjà fait avec mes premiers clients, je vais me former pour pouvoir adresser ces plus gros problèmes. En me formant,
je vais faire un investissement parce que je sais que je vais dépenser de l'argent, mais en retour, je vais pouvoir vendre de la prestation pour régler ces problèmes-là. Donc tu t'améliores toi-même comme une entreprise. Je fais un investissement et j'ai un retour sur l'investissement. Ne va pas te former sur des choses qui pourront te servir un jour. Non, va te former sur les choses qui te servent tout de suite, sur lesquelles tu as un retour sur investissement. Donc ça, c'est le résumé de tout le plan, on va dire, de tout ce que j'ai raconté jusqu'au-dessus. Dernier point, maintenant, si tu veux aller plus loin, plus vite, j'ai un accompagnement qui s'appelle la Freelance Toolbox. Donc c'est apprendre à créer ton propre système de prospection pour ne plus jamais être dépendant de qui que ce soit. Donc en fait, c'est la mise en pratique individuelle, personnalisée, de tout ce qu'on a vu jusque-là, de toute la mind map. Donc, si ça t'intéresse, ce que je peux te proposer, c'est qu'on se cale une visio, 20 minutes, tu m'expliques c'est quoi ta situation, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce que tu veux plus, qu'est-ce que tu veux, etc. Je te donne tout de suite des pistes et des solutions par rapport à ta problématique. Et je te donne aussi les détails de l'accompagnement, le prix, comment ça se déroule, etc. etc., etc. Cette visio, c'est gratuit, hein. Je te donne le lien pour prendre ta place. C'est juste en dessous. Si tu vois qu'il n'y a plus de créneaux de disponibles, je te mets aussi les liens pour me contacter sur Telegram ou sur LinkedIn pour venir discuter et pour m'expliquer tout ça. Et moi, je peux essayer de te trouver un créneau supplémentaire. Voilà, j'espère que tu as apprécié. N'hésite surtout pas à me faire un feedback par rapport à tout ce qui a été raconté. Et je te dis à bientôt.